Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a effectivement ce qu'on appelle les GAFA aujourd'hui, des grosses plateformes qui sont des carrefours d'audience qui dominent le marché. Il y en a toujours eu. En 98, on avait CompuServe, on avait AOL, et puis après, il y a eu Yahoo, il y a eu MSN. Et il y a eu des vagues. Donc, à chaque période du marché, il y a eu des acteurs qui étaient ultra dominants. Mais le cycle d'accélération et de changement de ces vagues est tel que les acteurs comme nous, donc soit médias, soit sociétés spécialisées dans la tech, ont besoin d'une extrême spécialisation pour pouvoir trouver notre place sur le marché. Et cette extrême spécialisation a besoin d'être validée sur des périodes de 3 à 5 ans, puis après de se repositionner, de changer. Ça a été le cas pour nous. On a changé de costume, de positionnement, de façon de faire plusieurs fois dans cette période d'une vingtaine d'années. C'est le cas de la plupart de nos concurrents et de confrères, en fait, qui existent encore aujourd'hui. Et pour continuer à exister, en fait, il faut savoir changer. Je pense qu'il y a un mouvement de balancier. On est parti de quelque chose qui était très statique et qui était un placard publicitaire finalement assez peu interactif, à quelque chose qui est devenu énormément et qui a pris une place sur l'écran qui était disproportionnée par rapport à celle qu'il aurait dû occuper. Et finalement, c'est ce qui a provoqué aussi le succès des adblocks, qui aujourd'hui est un peu en reflux parce que le marché se régule et que finalement les formats deviennent plus raisonnables, je vais dire, ou en tout cas mieux ciblés, et donc n'occupent pas autant d'espace de façon indiscriminée qu'ils le faisaient auparavant. Donc effectivement notre positionnement et notre croisade en fait, d'abord interne et puis après externe en fait sur les sujets de l'UX en fait dans l'utilisation de la publicité. Maintenant, les formats sociaux, comme les stories en fait qu'on voit émerger, c'est une nouveauté, mais ça représente un énorme potentiel à la fois pour les réseaux sociaux et aussi pour nous, parce qu'on est en train de lancer un format qui s'appelle Ad Stories et qui reprend finalement le look and feel des stories de Facebook et on le met sur des sites éditoriaux à l'extérieur de Facebook. Mais c'est quelque chose qui est naissant, mais sur Facebook, on voit encore aujourd'hui essentiellement du display. Mais fondamentalement, ce à quoi on croit, c'est que des formats qui se superposent au contenu vont perdre de plus en plus de pertinence et ça va être des formats qui interagissent avec le contenu, que ce soit les stories, que ce soit le native chez Quantum, que ce soit des formats publicitaires qui interviennent au niveau d'un échange avec un chatbot. Ce sont ce genre de choses en fait dans l'interaction et dans la consultation du contenu que la publicité peut intervenir. Pas en haut, pas à droite, pas en bas, pas dessus, mais à l'intérieur du contenu en étant signalé comme une publicité, mais c'est dans cette interaction avec le contenu que la publicité est pertinente. Oui, pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure sur Quantum, Quantum est au départ une société native. Aujourd'hui, on parle plus généralement en fait de in-content advertising. Pour reprendre ce que je disais tout à l'heure, la publicité doit être en interaction avec le contenu, en lien avec le contenu. C'est en ça qu'elle est plus pertinente et moins intrusive. Et il y a un an, un peu plus, effectivement, on a annoncé que sur Anouv, qui était notre autre filiale, elle, qui faisait du géomarketing et du drive to store, on a arrêté de collecter l'information via un SDK parce qu'on trouvait que c'était trop intrusif. On n'a aucun regret de l'avoir fait parce que je continue à penser que la collecte d'informations via des SDK est quelque chose en fait qui est assez compliqué à mener dans la limitation de ce qu'on est capable de collecter, c'est-à-dire qu'il faut que les acteurs de la publicité ne soient pas capables de tout collecter. Or, un SDK peut tout collecter. Donc, je crois préférable effectivement de travailler sur l'analyse des bid requests qui nous sont transmis par des SSP, au fait, qui sont les gros SSP du marché, qui ont eux les moyens de regarder très précisément en fait ce qu'ils peuvent ou pas nous passer comme information, et on stocke en fait les consentements qu'ils nous donnent. Et deux, parce que la collecte par SDK pose un problème aussi de business model tout simplement, et donc là c'est plus le côté pragmatique de cette décision, c'est que il y a un plafond de verre en fait du nombre de personnes sur lesquelles vous pouvez recueillir des informations en ayant des SDK. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois, en fait, les SDK publicitaires sont installés sur les mêmes applications et donc touchent toujours en fait les mêmes 10 millions de personnes sur les 38 millions ou les 40 millions de mobiles français. Donc à la fois, je pense que c'est pas forcément le meilleur service qu'on puisse se rendre en tant que professionnel de la publicité, d'être en capacité de tout collecter. Et deux, il y a pour moi un obstacle économique à tout miser sur la collecte via SDK parce qu'il y a un problème d'échelle et qu'on va collecter beaucoup d'informations et trop sur un petit groupe de personnes au lieu d'être capable de collecter moins d'informations mais sur un groupe plus large.
Alors, on est sorti non pas d'un duo, mais d'un triptyque finalement, où on avait à la fois des sites internet qu'on opérait, donc avec de la data utilisateur qui était la nôtre puisqu'on était publisher. On a collecté de la data sur les paiements qu'on opérait pour des tiers et de la data publicitaire. Et effectivement, notre vision de l'époque était de dire que tout ça pouvait se fertiliser et que ça permettait d'être assez pertinent dans les ciblages, dans une dérivation vers le CRM. La réalité, c'est que ça fonctionnait pas. Probablement en fait parce que c'était trop tôt et qu'il n'y avait pas de besoin, ni d'envie, ni de maturité du marché à penser qu'effectivement en croisant ces données on pouvait le faire. Probablement aussi parce que c'était finalement pour la plupart des cas pas nos données, mais les données en fait des sites marchands ou les données des sites médias avec lesquels on travaillait, et que ils n'étaient pas d'accord en fait pour nous laisser travailler sur les données qu'on pouvait processer pour leur compte, quand bien même il y avait une rétribution en face et un partage de valeur. L'idée donc reste pour moi pertinente, c'est ce que tu dis, au fait ça revient, voire une vague qui monte en ce moment, mais en tant qu'intermédiaire, on n'était pas bien positionné pour l'opérer et à un moment de marché qui était probablement trop tôt. En revanche, on s'est rapproché très récemment d'un groupe qui s'appelle Azerion, qui vient de prendre 26% du capital d'AduX, qui lui est un éditeur de jeux en ligne, où il a une communauté de plusieurs dizaines de millions de joueurs en fait quotidiens sur des jeux de type casual game et autres en fait à travers l'Europe. Il a des actifs en fait dans la tech, c'est aussi le propriétaire d'Improve Digital. Et par notre intermédiaire et d'autres sociétés qu'il a acquis, il a maintenant des assets en fait de vente d'espace publicitaire. Et donc avec Azerion, on est en train de recréer en fait cet écosystème où finalement la data, elle est propriétaire parce qu'elle vient des pôles de publishing. Elle est potentiellement exploitée sur les assets publicitaires et elle peut être exploitée aussi en fait dans la partie e-commerce mais interne à Azerion. Donc en fait cette idée de duopole et de triptyque, en fait elle est effectivement pertinente, mais je pense qu'il faut être en partenariat fort, voire adossé à quelqu'un qui possède la data parce qu'il a la relation avec le consommateur final pour pouvoir vraiment l'exploiter à la fois en conformité avec les règlements et les législations et à la fois de façon efficace pour que ça serve l'intérêt des annonceurs.